Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier remake ou reboot, c'est comme vous voulez, de ma rétrospective sur Cobra. En effet, Cobra était la première rétro qui a lancé ma chaîne et je n'en ai jamais été réellement satisfait. Cela faisait un moment que je songeais à la refaire et les récents événements malheureux m'y ont poussé définitivement. Un peu comme le regretté Bushi Terasawa qui est revenu quelques années plus tard perfectionner son Cobra. Alors attention, ce ne sera pas qu'une redite, je repars de zéro. Je n'ai plus mes notes, donc je réécris complètement le sujet, même s'il y aura sans doute quelques similitudes. La rétro sera aussi plus longue et couvrira tout Cobra cette fois-ci, et non plus seulement la série et le manga des années 80 comme dans la première. Elle est prévue en 5 parties. La première partie est consacrée à l'auteur et aux influences de Cobra, c'est ce que je fais d'habitude. Dans la deuxième partie, j'aborderai l'œuvre sous l'angle du papier, dans toutes ses versions, et je m'attacherai à présenter les principaux personnages et l'univers dans lequel ils évoluent. La troisième partie sera dédiée à l'animation, et il y a pas mal de choses à dire. Dans la quatrième partie, je ferai un petit tour d'horizon des différents produits dédiés, les bouquins, les jeux vidéo, un jeu de rôle, des figurines et divers goodies. Et enfin, dans la cinquième partie, je m'attacherai à vous conter en détail mes deux arcs narratifs préférés et révéler quelques différences entre la série de 1980 et le manga, notamment la fin de Dominique. Maintenant, accrochez vos ceintures, c'est parti! Né de son vrai nom Takeshi Terasawa, le petit Bushi est né le 30 mars 1955 à Asaikawa, une petite ville située sur l'île d'Hokkaido. Bon, enfin une petite ville qui compte quand même 320 000 habitants en 2023. Alors cassons tout de suite le mythe. Bushi, au début, les mangas, ça le passionne pas. En fait, il voulait plutôt être médecin à la base. Une sorte de George Clooney japonais. Il se rend compte que c'est pas trop son truc et va finalement se tourner vers les mangas. Lui qui est quand même un passionné d'animation, gardez ça pour plus tard. En même temps, il est vrai qu'en 1970, écrire une thèse médicale sur le remplacement cybernétique suite à une amputation pour soigner une petite coupure sur un bras, c'est pas terrible. Alors d'abord attiré par le pognon, il se lance dans divers concours et remporte brillamment l'un d'entre eux. C'est cette expérience enrichissante dans le sens propre du terme qui va le conforter sur la voie du mangaka. Et au début, il est très loin du style d'histoire qu'on lui connaît. Nous sommes au milieu des années 70 et Bushi, il dessine du shoujo. Ouais, ce manga destiné principalement aux jeunes filles. Bon, sauf que Bushi étant ce qu'il est, il croque des femmes légèrement vêtues et bien sûr très jolies. Vient alors une année charnière pour lui. En 1976, il débarque à Tokyo et devient l'assistant, pendant un an, du dieu des mangas, Osamu Tezuka, au sein de la société Tezuka Productions. Il travaille notamment sur Blackjack ou Phoenix, et cette rencontre est intéressante puisqu'il va améliorer son style en apprenant à mettre en forme ses histoires avec originalité et simplicité. Terasawa reconnaîtra d'ailleurs bien volontiers que sans cette expérience, Cobra n'aurait sans doute jamais existé. Dans une interview accordée au Monde en 2016, Terasawa expliqua que la suppression du superflu dans ses histoires lui vient du maître Tezuka, un peu à la manière de rédiger les célèbres haïkus. Vous savez, ces poèmes très concis, en seulement 3 vers, simples mais ultra efficaces. C'est à cette époque également qu'il obtiendra une mention honorable, en gros la 3e place, à la 13e édition du prix Tezuka organisé par la Shueisha. Sachez simplement que Bushi dira plus tard que Tezuka avait adoré son œuvre et qu'il méritait sans doute la 1re place, mais qu'il a sciemment refusé de lui accorder pour le pousser à s'améliorer et à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Je trouve l'idée plutôt jolie et typiquement dans un esprit de shonen, mais pourquoi alors la mention honorable et pas la 2e place, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Bon allez, on garde cette petite histoire quand même. Et pour ceux que cela intéresse, le manga concerné est le dystopique écologique Daishu Yo Aokunare. Dans cette courte histoire d'une 30aine de pages, la Terre est dévastée par la 3e guerre mondiale, le taux de radioactivité est énormissime, et on suit les aventures d'un trio d'humains, et notamment de Schmidt, qui ressemble beaucoup à Cobra avant son opération chirurgicale. Idem pour le personnage féminin, Jen, qui ressemble à Jane en fait. C'est aussi dans cette histoire qu'on retrouve quelque chose qu'adore faire l'auteur et qui moi me retourne un peu le cœur parfois, la Ouais, non, c'est pas exactement celle-là. En fait, Bushi adore mélanger tout et n'importe quoi. Des trucs improbables. Souvent des êtres organiques et parfois avec des composants non organiques. C'est son truc à lui. Il adore prendre des animaux et en faire quelque chose d'humain ou l'inverse. C'est très dérangeant parfois et ça pullule dans son œuvre. Et vous voyez dans cette œuvre une certaine influence de Tezuka. Rappelez-vous dans la vidéo Astro, je vous disais que Tezuka était un amoureux de la nature et mettait en garde contre les dérives de la science. C'est clairement la thématique de Daishu Yo Aokunare. Et pour finir,
sur les petits clins d'œil. Que dire de ce canon? Il vous fait pas un peu penser au rayon delta de Cobra? Moi quand j'ai vu cette page, j'ai même cru que c'était le bras de Schmidt au premier coup d'œil. Mais bon, en lisant l'histoire, c'est juste un gros canon. Cela étant, l'œuvre qui va vraiment préfigurer Cobra dans son élément le plus iconique, c'est Sigma 45. Histoire courte également sortie à la même époque. On y retrouve un agent de la CIA appelé Briner, qui est la copie conforme de Yul Brynner, célèbre acteur américain. Yul Brynner était un amoureux du Japon où il a séjourné dans les années 60. Il est le héros principal des 7 mercenaires, qui n'est ni plus ni moins que le remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, transposé au Far West. Mais revenons à Sigma 45. Brynner va faire la connaissance d'un redoutable espion en la personne de Jane, encore elle, qui a dans son bras droit une arme surpuissante. Vous voyez la ref? Elle sera opposée à Hoffman, qui va vous faire penser à Ren, personnage important de l'arc Rugball du manga. Et encore une fois, on a le droit à des mélanges puisque c'est la thématique principale de l'histoire. Bushi nous fera également part de son goût pour les fins dramatiques et dérangeantes. L'héroïne découvrira que sa sœur a été fusionnée avec un requin. Rien que ça. Alors ce one-shot est sympa à lire, mais je lui trouve un gros défaut scénaristique quant à la révélation de l'espion Sigma 45. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et puis, Bushi va s'émanciper de Tezuka Productions et s'atteler à son plus gros succès, Space Adventure Cobra. Avant cela, il va créer son propre studio, Black Chip Studio. Black Chip Studio est à prendre à double sens. Premièrement, la jonction du noir et du mouton est très personnelle. Le mouton est le signe de l'année de sa naissance, et le noir, sa couleur préférée. Mais en outre, le mouton noir désigne quelqu'un en dehors du troupeau. Et dans le monde du manga, en dehors de la production mainstream. Et c'est clairement ce qu'est Terazawa. Un mangaka à part, un mangaka différent. Donc Cobra sort dans le numéro 45 de novembre 1978 de Shonen Jump, dans lequel on retrouve Doberman Deka d'un certain Buronson et Ring Nikakiro du jeune Masami Kurumada, pas encore connu pour son sensei. Cela étant, si c'est sa sérialisation officielle, ce n'est pas sa première apparition, puisque comme Nicky Larson plus tard, il aura le droit à 2 épisodes pilotes, mais ça, je vous en reparle dans la partie manga. Ce qu'il faut noter, et ce qui est assez bizarre, c'est que le succès est plutôt en dents de scie. Malgré son statut culte aujourd'hui, le manga n'a pas bien fonctionné. Certaines histoires fonctionnent, d'autres non. Cobra trouve son public, mais les histoires préférées de Bushi ne sont pas forcément celles qui marchent. En plus, Terazawa aime prendre du temps pour construire ses histoires, ce qui ne va pas vraiment avec la conception d'un magazine qui joue énormément sur la tension et le cliffhanger à chaque chapitre. C'est pas son truc. Et donc, la prépublication est plutôt irrégulière comparée aux autres séries. L'auteur lui-même dira que Cobra a vraiment eu du succès avec l'arc narratif dédié au Rugball. Au royaume des assistants, le monde est petit, car il s'avère que Terazawa a vu passer les travaux d'un certain Tetsuo Hara, papa de Ken le survivant. Mais ils n'ont pas travaillé très longtemps ensemble, Terazawa l'orientant vers un autre auteur, sa série finissant. À partir de 1985, Bushi délaissa son blondinet de héros pour se consacrer à d'autres œuvres qui n'auront jamais le même succès, mais qui ont de grandes qualités. Même si en réalité, il s'autorisera quand même une petite saga indépendante de Cobra avec la légende du chevalier sacré. Alors d'abord, il commence avec Black Knight Bat, prépublié en 1985 dans Shonen Jump. Le manga, très court, conte l'histoire de la jeune Bat Duran, une princesse venant de Renboria. Évidemment, elle est courtement vêtue, et elle sera entourée de 4 personnages hauts en couleur. Bat Duran est un manga plutôt atypique dans un univers assez déjanté. À noter que c'est avec ce manga que Terazawa tentera la mise en couleur de ses planches assistées par ordinateur. Mais bon, couleur et série, le tout fera de toute façon un flop. Il faut dire que c'est pas facile de trouver une place entre Ken le survivant, Dragon Ball, Nicky Larson et Olive et Tom. En 1986 sort ce qui est sans doute sa seconde série à succès, Midnight A Goku. Elle est accueillie dans le magazine Comic Burger de novembre. Et elle comptera en tout 3 volumes pour 7 histoires. On suit les aventures d'un détective privé du 21e siècle qui perd un œil lors d'une enquête et se le voit remplacé par un œil bionique ayant accès à n'importe lequel des systèmes informatiques. Et comme il s'appelle Goku, il a pour arme un bateau en métal qui peut s'allonger à l'infini. Ouais, ça fait très très loin. En 1987, alors qu'il vient de fonder Terazawa Productions, sort Kabuto dans le magazine Fresh Jump de mai. C'est une histoire se déroulant dans le monde médiéval japonais avec des ninjas, manga assez peu connu au final, et succès plutôt faible. Cela étant, cela n'entache pas la réputation de Terazawa, qui est bien établie maintenant. C'est un auteur qui compte au Japon, et il sera même invité au festival d'Angoulême de 1991 pour représenter le Japon, avec des sommités comme Jiro Taniguchi. En 1988,
il dévoile son premier artbook, Cobra Girls, car Terasawa, je vous l'ai dit, c'est un amoureux de la gente féminine. Plus globalement, la place de la femme a une importance particulière, et ces histoires portent le sceau de cet amour. Tout est ultra sexualisé, les tenues sont légères et affriolantes, on se demande même comment elles font pour ne pas avoir froid. C'est d'ailleurs l'un des plus grands reproches qui est fait à son œuvre, la place de la femme. Saviez-vous que Terasawa est citoyen d'honneur de la ville de Durbuy en Belgique depuis 1996, date du festival auquel il a assisté grâce à la société Dybex, qui n'en était qu'à ses débuts. Étonnant. En 1992, Terasawa se lance dans un manga unique en son genre, Takeru. Unique car après avoir visité ILM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, il découvre la puissance du Macintosh et le pouvoir d'un demi-million de couleurs. Génial pour les dégradés. Il achète du matos et crée le premier manga colorisé par ordinateur. Lui aussi, publié dans Comic Burger. Toutes les pages ne sont pas publiées en couleur, mais cette fois-ci, contrairement à Black Knight Bat, la conversion est réussie. Terasawa sortira même un ouvrage en 1994 pour présenter les techniques qu'il a utilisées. Le manga en lui-même, hormis le tour de force de la colorisation, n'a pas laissé de souvenirs impérissables. C'est encore une histoire de ninja, cette fois-ci blond comme Cobra, et avec un goût prononcé pour les vêtements rouges. Il a la faculté de matérialiser les kanji et de les projeter. Évidemment, il y a plein de jolies filles, et en couleur, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il est difficile pour un ninja affublé d'une méduse sur la tête de s'imposer et le manga ne durera pas bien longtemps. Cela étant, pour Terasawa, c'est son œuvre la plus aboutie. Mais bon, c'est pas grave, des idées Terasawa, il y en a plein. Et il va revenir à Cobra juste après, pour notre plus grand plaisir. En effet, en 1995, l'homme au rayon Delta revient dans de nouvelles aventures, en couleur s'il vous plaît, dans le magazine Super Jump. Et ça, je vous en reparle dans la seconde partie. Il retravaille un petit peu sur son héroïne Bat Duran et se lance dans un nouveau projet en 1998, Gun Dragon Sigma. Et de nouveau, Terasawa se veut avant-gardiste. Fini la 2D, bienvenue dans l'ère 3D. Terasawa couche sur papier de vrais gens, il met en scène une héroïne, le top modèle Yinling, en tenue super sexy, et l'officier Sigma va devoir... en fait j'ai pas trop suivi. Non, je suis beaucoup trop occupé à admirer les planches. C'est assez déroutant, hein. C'est nouveau, c'est frais, mais le problème c'est que ça marche pas et ça s'arrête assez vite au final. Il faut quand même reconnaître que c'est super joli, mais ça manque d'impression de mouvement. C'est statique. Vous savez, on a l'impression de voir ces vieux soap opéra couchés sur le papier. Hélas, la même année, on lui diagnostique une tumeur au cerveau qui va progressivement lui paralyser tout son côté gauche. Terasawa continuera de travailler avec passion jusqu'à son décès en septembre 2023 d'un infarctus du myocarde. Il réalisera une suite à Gun Dragon Sigma appelée Gun Dragon 2, sur lequel il passera énormément de temps. Et il continuera ses projets autour de Cobra avec des tas d'aventures inédites et de la recolo d'œuvres originales. La dernière histoire en date s'intitule Over the Rainbow, et comme son nom le laisse supposer, il y a une part du magicien d'Oz dedans. Démarrée à la fin des années 2010, elle a été publiée au Japon et reste encore inédite à ce jour en France. Évidemment j'en ai parlé, mais quand on est passé chez Tezuka, on en sort avec des idées plein la tête. Ce n'est donc pas étonnant si l'on retrouve des thèmes chers au dieu des mangas dans l'œuvre de Terasawa. Le mélange technologie-nature, c'est Tezuka. Même Cobra, si vous avez été attentif à mes diverses rétros, j'ai un jour parlé de Dororo, ce manga de Tezuka, où le héros principal est une arme vivante qui cache notamment des lames dans ses bras. Évidemment, cela ne se passe pas dans le futur, donc c'est pas un rayon laser, mais vous voyez le concept. Au-delà du fond, c'est aussi la forme qui trouve son inspiration chez Tezuka. La mise en mouvement, le découpage des planches, à la fois classique et dynamique, la recherche de la simplicité dans la narration, tout cela montre l'influence du papa d'Astro. Et puis allez, petite influence du maître comme ça au passage. Regardez cet extrait. Vous l'avez? L'ordinateur musical là? C'est un peu la même chose que ça, non? Ouais, pour moi c'est un petit clin d'œil quand même. Bon, Terasawa est aussi fortement influencé par la culture américaine et orientale. On voit très bien l'influence western dans son œuvre. L'influence cinématographique se ressent aussi dans certaines histoires, particulièrement Barbarella avec Jane Fonda en petite tenue. Difficile aussi de ne pas avoir de référence à l'excellent film Rollerball quand vous lisez l'arc narratif relatif au rugball. Évidemment, Cobra étant sorti en 1978, l'aspect space opera rappelle indéniablement Star Wars sorti un an plus tôt. Par contre, il réfutera l'influence des comics américains qu'il juge trop simplistes, préférant la BD franco-belge et notamment Moebius, l'auteur de l'Incal. Et puis en traversant le Pacifique vers l'ouest, on retrouve dans son œuvre un personnage très important en la personne de Goku.
une sorte de singe humanoïde muni d'un bâton et d'un nuage supersonique. Et là vous voyez très clairement l'influence de Dragon Ball. Non, je plaisante, évidemment, les deux ont la même source d'inspiration. La légende du roi singe, un vieux conte chinois. D'ailleurs, en parlant des protagonistes, ils sont, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, tirés de personnages célèbres. Bon, le plus évident c'est Cobra, c'est Belmondo. Physiquement, le cigare à la bouche et la gouaille sans pareil, et cette influence vient directement du succès du film À bout de souffle, sorti au Japon en 1960. Film d'ailleurs extraordinaire qui symbolise la nouvelle vague du cinéma français, où l'on retrouve un Belmondo fumeur et séducteur. Terazawa dira de lui qu'il fut marqué par sa façon de soulever les jupes des femmes, ou encore de se fermer les yeux lui-même avant de mourir. Très drôle. Mais bon, Cobra c'est aussi parfois Delon. Du moins l'ancien Cobra, celui d'avant la chirurgie esthétique. D'ailleurs, Terazawa fera lui-même le parallèle entre ces deux personnages représentant pour lui les deux phases d'une même pièce, qui était le cinéma français des années 60 qu'il a connu durant son enfance. Même s'il n'avoue pas directement que l'ancien Cobra est inspiré de Delon. Et il faut dire qu'autant le caractère design du dessin animé peut nous aiguiller sur cette voie, autant celui du manga nous laisse dubitatif. Ah ouais, oui. Y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Delon. Non, ils disent Delon. Ouais, Alain Delon, c'est peut-être ça le plus plausible, effectivement. Mais bon, moi j'aime bien l'idée métaphorique. Delon, c'est le cinéma français à l'ancienne, sérieux et classe. Belmondo, c'est le renouveau qui ose, c'est Cobra. Pour en revenir aux autres personnages, l'homme de verre, Crystal Boy, en VO, est tiré de David Bowie. D'ailleurs, son nom officiel aujourd'hui est Crystal Bowie. Les trois sœurs Nelson trouvent leur source dans des actrices célèbres. Jane, c'est Jane Fonda dans son rôle de Barbarella. D'ailleurs, si vous regardez attentivement cette affiche, vous verrez une autre référence. Vous la voyez? Non? Et si je zoome un petit peu? La femme borgne, c'est Sandra, la méchante pirate de l'espace. Catherine, la seconde sœur, c'est Catherine Hepburn. À pas confondre avec Audrey, selon l'auteur. Et pas Catherine Deneuve, comme je le lis un peu trop souvent. Et la belle Dominique, la troisième, porte son nom en l'honneur de l'actrice française Dominique Sanda. Mais ce n'est pas tout. Prenez Canos, le métamorphe. En VO, il s'appelle Doc Savalas. Ça vous dit rien? Un chauve? Savalas? C'est Telly Savalas, Kojak. En plus, la VF a eu la bonne idée de le faire doubler par le même comédien. Cette créature est enfin punie pour ses crimes. Bravo. Je me suis mal exprimé. Enfin, s'il a une forte odeur de gaz lacrymogène, qu'on nous le dise, hein, c'est entendu? Le regretté et talentueux Henry Janik. Quant à Armanoïde, il n'y a pas un robot célèbre qui lui ressemble étrangement. Mais non, pas lui, c'est n'importe quoi, il a ni la bonne couleur ni le bon sexe. Allez, si on regarde un petit peu du côté de l'année 1927, Fritz Lang, ça vous dit quelque chose? Metropolis, bon, même si la version métallique du robot n'apparaît pas très longtemps, la ressemblance est quand même saisissante, non? Et si l'on se tourne du côté du synopsis de base, on s'aperçoit qu'il rappelle indéniablement Total Recall, sorti certes après Cobra, mais qui a la même source, la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, sorti en 1956. Les Mille et Une Nuits sont également une source d'inspiration quand Cobra affronte un terrible génie. Bref, des références, il y en a des tonnes. D'ailleurs, à l'image de ce qu'il traduisait visuellement pour ses personnages, Cobra est un mélange. Un mélange de genre, un mélange de culture, un mélange d'influence. Et même s'il bénéficie d'une communauté de fans bien établie et qu'il est devenu une icône de la pop culture, il n'a malheureusement pas eu, à mon sens, le succès qu'il méritait. Peut-être parce que Terazawa n'a jamais voulu en faire un héros standard. Il disait lui-même qu'il voulait en faire un héros rebutant au premier abord, mais un héros quand même, une sorte de mouton noir en somme, comme le mangaka qu'il était. Et c'est pour cela qu'on l'aime, notre Cobra, tout autant que son créateur. J'en parle de temps à autre, mais Frazetta est aussi une source d'inspiration pour Cobra. Regardez ces deux illustrations de l'auteur américain. Si vous mélangez les deux, vous obtenez la deuxième image de cette planche publiée en 1978. Bon, elle sera redessinée par la suite. Je vous invite, pour plus de détails, à aller sur l'excellent site Cobra World. Mais Cobra n'est pas qu'un siphon culturel, lui aussi il inspire, lui aussi il influence, lui aussi il prête à d'autres œuvres, que ce soit de simples références ou des pans complets d'histoire. Prenez Trigun par exemple, l'excellent manga de Yasuhiro Naito, publié en 1996. Regardez son héros principal, grand, blond, tout de rouge vêtu, baragouineur évoluant dans un univers futuriste rappelant fortement le Far West, et qui, cerise sur le gâteau, se fera trancher le bras gauche par son antagoniste principal, Knives. Un vrai petit clone, non? Mais c'est pas le seul space opéra en mode Far West, hein. Vous en voyez pas un autre d'évident? Un certain Spike Spiegel dans Cowboy Bebop? Un peu quand même, non? Bon, c'est vrai, c'est pas aussi clair. Sinon, vous connaissez Ricky Star?
C'est un animé sorti en 1986 et réalisé par la Toei. Il raconte l'histoire de Ricky, un jeune disposant d'une force hors du commun. Et ben ce garçon, il est champion d'un sport appelé le Battle Ball, qui est une sorte de baseball où il faut se taper dessus, comme le rugby. La légende raconte aussi que Hirohiko Araki, le créateur de JoJo, s'est inspiré de Cobra pour créer le personnage de All Horse dans l'arc narratif Stardust Crusader. Et oui, il y a un petit air quand même. Cowboy blondinet, la clope au bec. Et puis le monde de la pop culture réserve quelques petits délires, comme par exemple dans la série Sergeant Kororo de 2004, où les héros affrontent des extraterrestres disposant d'un corps d'humain avec une tête de cobra et un canon à la place du bras gauche. Rien que ça. Pour finir, je dirais quelques mots sur le projet de film live. De temps à autre, Bushi réfléchit à une version live de son manga. Il pensait idéalement à Jean-Paul Belmondo, hein. Bon, sauf que dans les années 2000, notre bébel n'est plus trop en forme. Et il a aussi pensé à Hugh Jackman, mais son rôle de Wolverine casse un peu l'idée. Cela étant, tout cela relevait encore un peu de l'ordre du fantasme. Et puis un jour, la France tremble d'excitation. En 2010, Alexandre Aja, réalisateur de l'excellent remake La Colline à des yeux, et du délirant Piranha 3D, obtient les droits d'adaptation. Et en ce qui me concerne, la seule image que l'on découvre, celle-ci, oui, me rend dingue. On apprend que le film doit être basé sur l'âme absolue, c'est-à-dire l'arc iconique autour du réveil de Cobra et des 3 sœurs Nelson, et on s'attend vraiment à du lourd. En plus, Aja est un fan absolu et un très bon réalisateur, ça peut donner quelque chose de sympa. Il entame donc une collecte de fonds car un space opéra ça coûte très cher, il faut des producteurs. Le hic, c'est que les plus gros sont américains et que Cobra, il est pas très connu là-bas. Aja dira lui-même au Comic Con de 2014 que son budget est évalué entre 130 et 150 millions de dollars. C'est énorme. Et donc il nécessite une méga star pour verrouiller quelques entrées et attirer du monde dans les salles. Une rumeur annonçait même Bradley Cooper à l'époque. Mais bon, Aja avance bien sur le projet, du moins c'est ce qu'il dit, mais 2 événements vont venir torpiller son rêve. D'abord, l'entreprise partie prenante du projet, Lionsgate, change de direction et estime le film trop cher. Beaucoup trop cher. En plus, 2 gros space opéras viennent encombrer le calendrier des sorties pour plusieurs années. Star Wars avec la nouvelle trilogie et Les Gardiens de la Galaxie. Il n'en fallait pas plus pour que le réalisateur français annonce la fin en 2018. Et vous savez quoi ? Cobra, ce n'est pas toujours des fins heureuses. Alors, c'est sur ces dernières paroles, pleines d'émotion et de mélancolie, que je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la rétrospective. En attendant, prenez soin de vous.